Ce thème est important à divers points de vue. Parler de l'innovation, c'est un thème très important pour les jeunes et c'est un thème qu'il est important de rendre inclusif. Nous avons avec nous Agatha Hidalgo, qui est à la plus grande association de start-up d'Europe. Merci. Je vais vous passer maintenant la parole et j'attendrai avec impatience le rapport de la séance. Amusez-vous et ayez une très bonne séance. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se connectent de chez eux. C'est la deuxième partie et comme mentionné, je m'appelle Agatha Hidalgo et je vais modérer cette séance vers un partenariat conjoint européen-africain pour l'innovation et l'entrepreneuriat numérique. Avant que nous commencions, que nous présentions les membres du panel, je voudrais partager avec vous des vidéos que nous avons d'Europe et d'Afrique. J'accompagne des PME et des startups du numérique à l'international. Je suis persuadé qu'au Sénégal, au Ghana, en Tanzanie ou en Ouganda, l'Union européenne a un rôle clé à jouer pour accompagner les innovateurs africains qui sont en train de moderniser l'agriculture, la santé, l'éducation et la finance inclusive à travers le continent. Hallo, goeiedag. Hi, my name is Santine Grunberg. I was born and raised in the Netherlands. My roots are... Bonjour, je suis Santini Grunberg et maintenant je suis née et j'ai grandi en Hollande. Je viens du Suriname, mais mes origines d'Amérique du Sud. En tant que nomade numérique, je pense qu'il est important que les gens sachent de quoi il s'agit quand on parle d'entrepreneuriat et surtout pour les femmes, d'apprendre les capacités numériques puisqu'ils puissent travailler dans le marché numérique global. Bonjour, je suis Adriano Moro. Je pense que le futur numérique africain doit être poussé par les talents locaux. Chaque jour, nous avons des papillons qui ouvrent leurs ailes, mais nous avons besoin d'un cadre politique pour protéger la propriété intellectuelle. Bonjour, je suis Obita Gerald, un Ougandais qui vit actuellement à Kampala City, une jeune personne qui travaille avec les jeunes, l'innovation et l'entrepreneuriat, et je pense que pour arriver à un système éco-innovateur, nous avons besoin de renforcer les infrastructures numériques et maximiser les espaces qu'il offre. Nous avons entendu ça dans les vidéos. L'entrepreneuriat présente beaucoup d'avantages, peut avoir un grand nombre de clients, augmenter la productivité et offrir des horaires flexibles et pousser à la conception de nouvelles technologies. Malgré les opportunités, plusieurs défis restent à confronter et certains sont communs aux pays européens et africains. Ceci inclut l'infrastructure insuffisante, le manque de capacités numériques et entrepreneuriales et d'autres. Ensemble, l'Union européenne et l'Union africaine peuvent soutenir un écosystème numérique et établir des hubs, des pôles numériques. Nous avons pour ceci réuni des experts autour de cette table ronde et permettez-moi de les présenter. Hafsa Jamaré est la fondatrice et PDG de Koamana, une entreprise qui soutient les petites entreprises et les agriculteurs au Nigeria. Tom Festerling est le PDG de Green Tech et le directeur financier et cofondateur de Green Tech Capital Partner. Joséphine Melissa, une ingénieure de réseau, une championne de l'équité. Elle est
occupé dans la recherche, activement impliqué dans la promotion du mouvement de réseau communautaire en Afrique. Moedas Helmi, qui est un entrepreneur africain et fondateur de plusieurs projets de développement à travers 51 pays d'Afrique. Aussi, Séverine Peters d'Esteract, qui travaille à Expertise Funds, et manager de l'unité économique. Et enfin, Charles Monito, qui est directeur à Google. Votre entreprise n'a pas besoin de présentation. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Avant de commencer, n'hésitez pas aux participants. Un petit message aux participants. Présentez-vous dans le chat et posez les questions que vous voulez poser pendant la discussion, pendant la table ronde. Et maintenant, commençons avec le premier tour de questions. Je voudrais commencer par vous, Hafsa. Vous avez fondé une entreprise qui se penche sur l'agriculture et les comportements des travailleurs au Nigeria. Comment pouvons-nous lutter en Afrique? Merci, Agatha. Je vais vous donner un peu le contexte sur ce que nous faisons. Nous avons une plateforme numérique qui connecte les fermiers et les petites entreprises. Nous les formons et nous partons. Et il n'y a aucun contact avec quelque chose de numérique. Ce que nous avons trouvé, qu'il y a de plus en plus, vous avez besoin de plus de contact avec l'Internet, avec les structures numériques pour vous habituer à utiliser le numérique. Donc, nous passons beaucoup de temps sur l'intervention, mais en fait, il n'y a pas de connectivité au bout du compte. Vous trouvez que la moitié du temps, les personnes travaillent avec des données, nous ne pouvons pas les atteindre ou travailler avec eux. Je pense que pour le secteur privé et le gouvernement devraient collaborer pour avoir des interventions comparées, par exemple, à des programmes comme les données gratuites ou accès à Internet à tout le monde ou des solutions qui seraient idéales. Mais je pense qu'il est important pour moi, je voudrais dire que le secteur privé et le gouvernement devraient comparer les coûts de ce qu'ils sont en train de dépenser pour pouvoir arriver à une infrastructure qui soit gratuite. En tant que qu'investisseur européen, qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être pour donner un peu de contexte, oui, nous sommes une entreprise européenne, mais qui investit en Afrique depuis plus de 7 ans. Nous avons aussi un personnel sur place, mais dans les derniers 7 ans, nous nous sommes rendus compte que chacun utilise la technologie numérique, mais par exemple, nous avons aussi beaucoup de membres d'Afrilab, et nous avons vu que pour partager une canalisation, un pipeline, c'est un processus qui est encore manuel. Ce que nous avons appris au cours des 7 dernières années, c'est qu'il faut essayer de nous aligner et de rendre plus facile l'échange entre les systèmes. C'est pour ça que nous avons écouté d'autres participants dans l'écosystème, comme les incubateurs et d'autres, pour voir comment nous pouvons mieux collaborer. Et maintenant, nous avons commencé l'année dernière un projet qui s'appelle X en Africa. Et j'invite tout le monde à jeter un coup d'œil. Vous pouvez partager, vous pouvez travailler ensemble et vous pouvez co-investir. Certains labs d'Afrique, Afrilab, sont aussi des membres qui utilisent la technologie numérique pour tirer parti de ce programme.
Nous sommes ici maintenant, et merci d'avoir parlé là-dessus, mais je vais revenir à Joséphine aussi, qui va peut-être nous dire aussi quelques mots. Pour vous, l'objectif de cette politique en Afrique, quelle serait votre vision quant aux développements les plus urgents en termes de connectivité et comment cela aura-t-il une conséquence ou en quoi cela aura-t-il une conséquence sur les entreprises? Oui. Merci. J'aimerais déjà dire que, évidemment, la pandémie a renforcé ce souci de la qualité et dans la connexion aussi nécessaire ici en Afrique. Et nous, en Afrique, nous sommes en faveur de cette connectivité. Nous souhaitons la promouvoir et nous pensons qu'il est important d'investir là-dedans et que les investissements proviennent à la fois des gouvernements mais aussi du secteur privé. Cependant, les enjeux que cela pose sont assez importants et nous pensons que les sujets comme le manque d'infrastructures ou encore les capacités parfois insuffisantes à l'échelle locale aussi ne nous permettent pas encore de suffisamment bien avancer. On voit que il y a des innovations technologiques qui ont été un petit peu laissées pour compte aussi et il y a une nécessité de réguler le système, de réguler notre cadre dans lequel, notre contexte dans lequel nous pouvons agir. Et au Kenya, par exemple, il y a l'autorité de la communication qui a publié des guides d'orientation et qui permettent, par exemple, de créer des réseaux communautaires qui vont, évidemment, nous aider à mieux mettre en place cette connectivité sur le terrain. Il faut aussi disposer de certaines autorisations ou d'avoir des procédures. Et de même, au Zimbabwe, nous avons constaté aussi des évolutions très positives avec l'introduction d'une nouvelle catégorie de licences et de réseaux de fournisseurs Internet. Et puis en Éthiopie, nous avons vu aussi que le marché était de plus en plus ouvert à de nouveaux opérateurs. Cela est une bonne chose parce que lorsque nous abordons ce type de sujet, il faut par exemple aussi faire en sorte que toutes les zones, toutes les régions soient reliées, soient en contact. Et pour cela, faire en sorte que les opérateurs multiples et variés puissent tous accéder au marché. Donc, qu'il y ait une certaine ouverture vers de nouveaux opérateurs sur le marché. En termes d'impact, je crois que cela permet, par exemple, aux jeunes d'avoir plus d'opportunités en termes d'entrepreneuriat, mais aussi de créer un nouvel accès à de nouveaux services, à l'éducation, à la formation, au monde numérique. Alors, nous voyons qu'il y a beaucoup de changements. Ça, c'est quelque chose de très positif. Je me tourne maintenant vers Hafsa. À votre avis, comment le secteur privé peut-il coopérer, mais aussi échanger dans les bonnes expériences pour mettre tout cela en pratique en Afrique? Merci. Merci. Je peux vous donner un peu quelques informations d'abord sur AfriLab. Nous avons de plus en plus de hubs. Pour ce qui est de votre question, comment créer cette collaboration entre le secteur privé, les gouvernements et le monde académique? Eh bien, déjà, il faut savoir, et nous sommes d'accord là-dessus, que l'Afrique n'est pas juste un pays. Vous savez, c'est un continent très hétérogène. Il y a beaucoup de pays et chaque pays a ses propres besoins. Et je crois que c'est l'une des erreurs que nous commettons le plus souvent, c'est que nous considérons l'Afrique comme un ensemble, comme un continent unique, alors que ça ne fonctionne pas de cette manière. Et on ne peut pas non plus reprendre le modèle américain, le modèle européen et l'implémenter tel quel en Afrique. Ça ne peut pas marcher en raison de la diversité de notre continent aussi. Donc, ce que nous essayons de faire, nous, c'est de structurer notre écosystème en plusieurs
pour pouvoir prendre compte justement des différentes des spécificités de chaque région. Et nous essayons dans ce contexte d'avoir des hubs un petit peu partout. Nous avons 5 hubs maintenant et ils avons défini une stratégie pour les 5 prochaines années. Et ce qui est important aussi, c'est de retenir que nous, en tant qu'AfriLab, nous devons reprendre à un niveau plus élevé. C'est-à-dire que quand on parle de ressources qui viennent de l'échelle nationale, c'est là que nous agissons. C'est-à-dire que nous essayons de maximiser ce dont nous disposons, les ressources dont nous disposons pour faire mieux encore. Donc, nous voulons que ce projet d'origine puisse s'étaler sur plusieurs régions pour permettre aux régions de travailler ensemble, aux gens sur le terrain de travailler ensemble et ainsi de créer ce réseau national dans chaque pays. Nous essayons de le faire avec tous les partenaires que nous avons. Nous avons de nombreuses réunions. Chaque année, une réunion qui permet de nous retrouver. Nous sommes environ 400 cette année au Zambia, l'année prochaine ailleurs. Et en Zambie, pardon. Et je crois qu'il est important de bien comprendre que nous ne pouvons pas simplement reprendre un modèle qui s'applique ailleurs et l'appliquer ici en Afrique parce que le passé nous l'a montré, cela ne marche pas. Donc il faut prendre compte des spécificités chez nous et des spécificités locales, nationales, pour pouvoir mieux répondre aux besoins. Donc il existe des différences sur notre continent, mais en même temps, nous devons bien comprendre que cette diversité nous permet aussi de mieux avancer. C'est-à-dire qu'il faut voir quelles sont les particularités, les besoins du continent africain pour mieux réagir et proposer quelque chose de plus adéquat au marché africain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Vous l'avez dit, chaque région en Afrique a des besoins différents, dispose de ressources différentes et il faut essayer de se servir de ces ressources pour aller à l'échelle nationale avant d'aller à une échelle plus importante. Mais du point de vue africain, et je reviendrai plus tard, je voudrais revenir maintenant d'abord à l'Europe et me tourner vers Séverine pour la France. Vous, dans le secteur public, vous mettez aussi l'accent sur les ressources, sur le développement d'entrepreneuriat. Pourriez-vous nous dire, nous donner quelques exemples de projets, de programmes menés par les gouvernements pour l'Afrique concernant ce sujet? Oui, merci Agatha. Je crois que oui, vous avez raison. C'est très important pour le secteur public de pouvoir soutenir justement le développement numérique sur les territoires et promouvoir aussi les compétences numériques. Cela peut se faire à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Alors peut-être que je ferais bien de prendre un exemple que je connais bien pour en parler. Alors, dans la région de Marseille, d'où je viens, l'Indois-Méditerranée, qui est un parc technologique, est spécialisé dans les technologies propres. Donc, les énergies renouvelables, le développement de nouveaux matériaux aussi, d'une mobilité, d'une construction durable. Donc, ce parc technologique a pour mission, en fait, de soutenir le développement de l'écosystème, des travaux de recherche des laboratoires afin d'encourager le développement de nouvelles connaissances, de nouveaux produits, de nouveaux services qui, à leur tour, vont contribuer à limiter l'empreinte écologique sur la planète. Donc, il y a des conseils d'entreprise, il y a aussi des partenariats qui se mettent en place, des événements marketing et autres. Et en France, alors, nous, chez Expertise France, nous essayons de créer à partir de là des liens avec des entreprises en Afrique pour qu'il y ait un échange d'expériences et de bonnes pratiques dans la mise en œuvre d'innovations
à l'échelle locale. Et par exemple, pour ce qui est du partenariat, il y a eu un partenariat qui a été mis en place entre un projet européen que nous avons appliqué près de Nabeul, dans la région de Nabeul en Tunisie, et avec la région Nouvelle-Aquitaine en France. Et ces deux régions donc travaillent ensemble pour promouvoir cette innovation locale. Donc voilà, j'espère que cet exemple répond à votre question, par exemple. Oui, merci. Ce sont plus de 360 offres qu'a votre entreprise dans son portefeuille. Alors c'est très bien, merci. Revenons maintenant à l'Afrique. J'aimerais revenir brièvement vers vous qui travaillez chez Google. Qu'en est-il de votre rôle pour la connectivité dans le monde numérique en Afrique? Merci beaucoup, Agatha. Merci de me permettre d'être ici. Alors, en fait, d'un point de vue de la plus large sur la macro, ces dernières années, nous avons plus de 300 millions d'Africains qui ont eu l'accès à Internet. Et durant cette période, nous avons une contribution au PIB de 180 milliards de dollars. Ça, c'est énorme. Quand vous prenez, par exemple, l'exemple du Nigeria, nous avons vu l'an dernier que la contribution au service ou au monde d'Internet a été supérieure à celle de la contribution au gaz ou au pétrole. Donc, c'est quand même assez important comme évolution. D'ici 2030, 43% de tous les Africains devraient se trouver dans la classe moyenne en termes de pouvoir d'achat. Cela signifie aussi que durant cette période, les revenus vont atteindre environ 2,3 milliards de dollars. Mais quand vous regardez ce qu'il en est de la connectivité, il y a parmi les enjeux que cette connectivité impose, des enjeux aussi financiers. Aujourd'hui, seulement la moitié de la population est en ligne. D'ici 2050, une personne sur 4 sur Terre, donc 25%, sera une personne africaine. Donc il faut tenir compte de cette évolution et l'inscrire dans le développement de ces technologies actuelles. Donc d'ici 2050, plus d'un tiers de la main-d'œuvre globale, mondiale, sera basée en Afrique. C'est quand même énorme. Il est donc impératif que nous déployions les efforts nécessaires pour faire en sorte que dès que nous aurons tous les Africains en ligne sur une période à venir, il nous reste environ 28 ans pour y parvenir, eh bien, nous pourrons ensuite développer les compétences aussi nécessaires qui vont avec cela. Ces 180 milliards de dollars dont nous parlions tout à l'heure ne vont pas permettre de combler ou de financer tout ce qui est nécessaire, puisque ces compétences en termes numériques doivent être aussi développées. Et je crois que il est important de dire que quand on se tourne vers le continent, il faut tenir compte de tous ces éléments. Et il faut aussi profiter des possibilités du continent africain, des possibilités que celui-ci nous ouvre et du potentiel qu'il y a à exploiter encore là-bas. Il est donc important que nous avancions dans cette coopération pour créer des entreprises, pour créer l'entrepreneuriat. Il faut savoir que si chaque pays fait son petit chemin seul et que les efforts sont démultipliés, eh bien, les entreprises risquent d'être tellement nombreuses que ce ne sera pas suffisamment efficace. Donc, il faut plutôt travailler main dans la main pour profiter des bénéfices des uns et des autres et pour s'assurer que nous avons effectivement la possibilité de créer des emplois. Mais ce n'est pas tout. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir. C'est le rapport que nous avons publié il y a 2 semaines. C'est le rapport sur le développement de l'écosystème africain. C'était basé sur le rapport publié déjà en 2020. Et nous avons vu que le nombre de développeurs en Afrique est passé de 28%
a beaucoup plus sur le continent. Et ce qui est impressionnant dans l'évolution, c'est que 38% de ces développeurs travaillent en dehors de l'Afrique déjà. C'est-à-dire que nous sommes déjà en train de créer des opportunités par les Africains pour le monde. Et ça, c'est l'un des secteurs où, me paraît-il, est l'un des secteurs qui est essentiel. Et je crois que si on développe cette politique sur le continent et au-delà, on pourra s'en rendre particulièrement compte parce que les Africains et l'Afrique seront une bonne ressource pour le reste du monde. Merci. Oui, effectivement, il y a un potentiel très important, mais je crois qu'il faut avancer pour passer à l'action. Alors, c'est un enjeu continent. Un enjeu de continent, c'est certain. J'aimerais revenir au Nigeria, puisque vous en parliez. Alors, nous avons parlé de connectivité, de compétences, mais l'un des grands défis aussi, c'est le financement, n'est-ce pas? Et alors, dans votre expérience, quels sont pour les jeunes Africains, en particulier les femmes, quelles sont les questions d'accès au financement? Eh bien, je dirais que les grands défi repose dans la question de savoir si les entreprises sont en mesure de reconnaître les valeurs des uns et des autres. Alors, en quoi est-ce que cela a une répercussion sur les femmes? Eh bien, je ne sais pas vraiment si je peux en parler à mon niveau, en fait, mais ce qui est nécessaire, c'est de savoir que les gens qui se trouvent sur le terrain et qui mènent des expériences, qui comprennent si les décisions sont bien prises ou pas, doivent aussi impliquer les femmes. Il faut encourager aussi les femmes à faire preuve de plus de confiance en elles-mêmes, essayer de se valoriser aussi. Et je crois qu'il y a une entreprise avec laquelle je travaille et où il s'agit justement de développer cette confiance en soi-même. C'est deux hommes blancs qui dirigent cette entreprise, donc c'est assez intéressant aussi, et qui cherchent justement à donner aux femmes cette confiance en elles-mêmes qui parfois leur fait défaut. Aujourd'hui, souvent, la valeur des femmes n'est pas suffisamment bien reconnue, pas à son niveau. Et ça, c'est important de changer là-dessus. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, comment résoudre cela? Alors oui, évidemment, par le dialogue, mais aussi par la mise en exergue de ces problèmes existants. Il faut interpeller, je pense, interpeller parce que c'est ce qui va permettre d'ouvrir les yeux de tous, de prendre conscience. Si quelqu'un commence, les autres suivront, en fait. Moi, je fais partie du petit fonds de développement européen et en fait, les personnes que nous avons réussi à avoir chez nous ont été des personnes qui ont eu un rôle multiplicateurs, en fait, qui ont permis d'attirer d'autres personnes. Donc, la première chose est, en fait, de dire que on doit motiver les femmes à participer à ce processus, les encourager pour promouvoir leur développement aussi. Essayer aussi d'aider ces femmes à y parvenir et puis de même, essayer d'avoir des femmes à un niveau où elles vont pouvoir être à un même niveau que les autres hommes ou que les jeunes garçons pour les jeunes filles. Et tout cela, sont des différences de genre qu'il convient de réparer finalement. Et je crois que moi, je suis d'accord avec les autres. C'est en agissant que nous allons faire changer les choses. Et il faut mettre l'accent sur la vision que nous avons. Et puisque nous parlons de vision, j'ai remarqué aussi que les startups africaines en particulier doivent très souvent avoir
plus que juste une idée à vendre pour obtenir des investissements. Il faut toujours essayer de trouver des investissements en allant plus loin encore qu'en présentant son idée. Je trouve que ça, c'est une des difficultés lorsque l'on essaye à l'échelle internationale ou que c'est d'obtenir des financement et que c'est un peu plus difficile du coup pour les startups africaines que pour les startups internationales et surtout quand il s'agit de startups gérées par les femmes. Donc oui, je pense qu'il y en a parmi vous qui nous entendent et qui se reconnaissent et qui pourront en dire plus. Oui, merci. Le prochain est un investisseur qui peut nous en dire plus, mais vous, aujourd'hui, vous êtes vraiment un modèle pour les femmes dans tous les coins du monde. Mais je pense aussi que c'est très intéressant de dire que vous devez aujourd'hui écouter l'avis de Tom, qui a beaucoup d'années d'expérience dans l'investissement en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut donner maintenant comme motif, comme motivation? I think that Hafsa a donné des points très intéressants et j'aimerais beaucoup connecter après. Je pense dans les dernières 7 ans, nous avons un investissement qui était de moins de 1 milliard. Mais l'année dernière, nous avons dépassé 4 milliards et nous arriverons peut-être à 5 milliards. Cela dépend de la source, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose que nous devons célébrer, mais ce n'est pas le temps et ce n'est pas le moment de se relaxer. Parce qu'il faut voir aussi, et ce que Hafsa a dit, il s'agit encore d'une situation très complexe, non seulement, encore plus pour les femmes. Et je pense que nous devons soutenir les fondateurs africains. Je pense que maintenant nous sommes dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous ne devons pas, nous devons regarder les racines, ne pas essayer de traiter les symptômes seulement. Mais par exemple, je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, il y a encore un très grand clivage, un très grand vide du point de vue subvention. Et nous avons encore besoin de beaucoup d'investissements. Il y a des investisseurs en Afrique, mais si nous voulons que d'autres investisseurs d'autres continents nous rejoignent, il faut faire beaucoup plus d'efforts. Il est difficile de vérifier les données. Ce que nous pensons, c'est que nous devons bâtir des partenariats entre des investisseurs européens et des investisseurs africains, où les investisseurs européens pourraient rejoindre une ronde qui a déjà des investisseurs qui ont déjà investi dans une dizaine, par exemple, d'entreprises, et ceci donnerait un premier goût aux investisseurs européens. Nous avons commencé à faire ceci à un petit niveau. Je pense que l'Union africaine peut le faire à une échelle plus importante, d'essayer de connecter des investisseurs qui viennent de grandes institutions. Par ailleurs, je pense les diverses agences de développement sont déjà en train d'investir en Afrique, mais la majorité de l'argent va dans des marchés qui se portent déjà bien. Ceci, c'est une chose que je ne comprends pas. Mais je pense qu'il faudrait aussi investir dans des régions où l'argent ne coule pas à flot, où ce seraient des fondateurs, des fonds qui arriveraient pour la première fois. Et il faudrait aussi
soutenir des investisseurs femmes qui investisseraient dans des entreprises dirigées par des femmes. Il y a beaucoup de potentiel pour faire encore beaucoup de travail. Je pense que c'est très important de voir qu'il y a des co-investisseurs et que ceci puisse s'étendre aussi sur le secteur public. Et concernant les fondateurs femmes, je voudrais demander à Joséphine maintenant, je sais que vous travaillez aussi sur la construction des performances, sur le renforcement des compétences. Est-ce que vous avez des idées à partager concernant le système? J'aime bâtir comme Hafsa l'a dit, sur l'inclusion financière et l'accès au financement. Si vous voyez que 70% des femmes en Afrique sont exclues des institutions financières. Elles ne peuvent pas prendre des emprunts. Et donc, pour moi, il est temps d'intervenir par des approches qui permettent aux femmes d'être financées, parce que 40% des entreprises en Afrique appartiennent à des femmes, mais moins de 10% d'entre elles arrivent à lever des fonds. Au Kenya, nous avons la banque de microfinance qui examine des manières, les manières selon lesquelles les femmes prennent des emprunts dans les petites et moyennes entreprises. Les femmes entrepreneurs peuvent ne pas penser, qu'il y a besoin d'ouvrir un compte bancaire. Nous voyons un grand nombre d'institutions financières qui viennent de modèles coopératifs et qui sont en train de prêter spécifiquement à des groupes de femmes où les femmes peuvent se porter garantes les unes des autres. Une autre intervention que j'ai vue très bien fonctionner et tirer parti des plateformes numériques pour les femmes consommatrices. Ces plateformes numériques peuvent renforcer les capacités. Nous avons eu une conversation avec une des femmes au Kenya qui dirige un programme en ligne qui enseigne aux femmes des capacités de création, par exemple en rapport avec le portefeuille mobile, que les femmes consommatrices peuvent voir en vue d'acquérir des compétences dans ce domaine. Et aussi, il est intéressant de souligner ce qu'on a vu avec Copasola et Bingo qui offrent aussi des solutions qui sont très intéressantes, où ils combinent la technologie avec les micro-paiements. Je pense que la question autour des femmes est une question qu'il faut bien étudier, comprendre comment les femmes investissent, comment les femmes payent et comment elles réinvestissent le produit de leurs entreprises. Je pense qu'il est critique, qu'il est très important de créer des solutions qui soient axées sur les femmes. Et je pense qu'il est très intéressant de voir, d'adapter les instruments financiers au contexte local et d'utiliser les plateformes numériques pour transmettre les connaissances. Il y a aussi l'importance du
partenariats pour apporter l'investissement en Afrique. Je voudrais demander à Montaz quel est, à votre avis, le potentiel des pôles numériques dans l'amélioration des possibilités d'investissement. Merci pour la question. Je voudrais dire que je suis d'accord avec Tom lorsqu'il a dit que l'écosystème l'année dernière a pu réunir 5 milliards en investissement de capital. Mais c'est très concentré dans 4 pays. 90% de ces 5 milliards ont été au Nigeria, en Égypte et au Kenya. Nous avons encore 50 autres pays en Afrique qui n'ont pas accès à ce genre d'investissement. Ce que nous essayons de faire à AfriLabs, c'est de créer nous avons créé un programme IBAN qui est financé. Il s'agit de 1,5 milliard et ça va soutenir ce genre de financement. Nous avons 60 000 € par start-up, des start-up qui sont situées dans les réseaux AfriLab. Donc l'idée est de structurer et de voir quel est le financement qui s'est passé en Afrique et deuxièmement d'aider les investisseurs à se structurer. Nous voyons ça, par exemple, au Soudan, où ils sont en train de bâtir un réseau d'investisseurs. Donc, nous sommes en train de voir de plus en plus de pays qui sont en train de s'organiser. Un point qui est très important pour avoir un écosystème en bonne santé. Et les trois sont en train de collaborer ensemble pour identifier les opportunités et pour souligner ces opportunités pour s'adresser aux investisseurs en phase initiale. Nous sommes en train de travailler sur un programme de 2 ans. Nous avons déjà réussi à avoir 4 investissements en phase pilote et nous sommes en train d'essayer d'une expansion. Nous gardons 2 investissements par pays pour que d'autres pays dans l'écosystème aient des chances égales et des opportunités égales. De même que les 4 grands pays, Nigeria, etc., Nigeria, Égypte, Afrique du Sud ne doivent pas être pris en compte. Nous avons ce genre de financement qui sont par exemple soutenus par le gouvernement français. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de sensibiliser les investisseurs qui mettent par exemple 10 000 $ et nous pouvons doubler cet investissement. Et si l'investisseur investit plus de 10 000 $, nous triplons ce montant pour aider la start-up et le pôle également. Donc, c'est un nouveau mécanisme que nous sommes en train d'apporter à l'écosystème pour aider à soutenir la situation actuelle et apporter aussi de nouveaux investissements dans l'équation. Donc, créer des communautés d'investisseurs locales. N'hésitez pas, vous qui êtes connectés, à mettre vos questions dans les chats. Mais avant de le faire, avant de réunir toutes les questions, Montaz a mentionné le gouvernement français et je reviens à la France. Et je demande à Séverine quelle est la valeur ajoutée dans le rapprochement de l'écosystème numérique. Merci Agatha. Je dirais que c'est exactement
l'objectif du projet dont nous faisons partie. Ce projet a pour objectif de soutenir des partenaires pour promouvoir une coopération intercontinentale entre les acteurs et les parties prenantes en Afrique et en Europe. La vision ultime est d'établir un seul marché pour l'innovation numérique entre les deux continents. La première idée pilote était de créer des pôles numériques qui vont soutenir les entreprises, créer une croissance économique, des opportunités d'emploi dans le continent africain. Ces pôles offrent l'accès aux dernières connaissances, à l'expertise, aux technologies pour soutenir des entreprises, dans le pilotage, l'expérimentation, avec des innovations numériques, en mettant des ponts entre les pôles et les parties prenantes de l'innovation et des écosystèmes. Ceci va établir des partenariats concrets, directs. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est que l'appel à demande pour ces hubs d'innovation numérique ont été lancés en novembre et nous avons reçu 70 propositions de 22 pays africains. Et maintenant, 12 consortia vont être sélectionnés pour devenir des pôles, des hubs numériques. Et nous sommes vraiment très contents d'avoir reçu des soumissions si intéressantes de toute l'Afrique. Les 12 ne proviennent pas seulement des 5 régions africaines, ce qui va aider à établir un réseau qui va connecter l'innovation et les écosystèmes de partout en Afrique, mais se concentre aussi sur 4 secteurs différents. Pour construire la diversification, la durabilité, pour bâtir des économies résilientes. Par exemple, l'agriculture smart, les smart cities et la technologie propre. Je vous ai dit, nous avons 12 pôles qui ont été choisis. J'aurais été très heureuse de vous parler de ces 12 pôles, mais nous n'avons pas le temps ici de le faire. Mais je voudrais souligner quelques-uns d'entre eux. Et ceci illustre bien la valeur des partenariats pour adresser les défis sociaux. Par exemple, dans l'agriculture smart, et le pôle JIA au Sénégal veut aider les pêcheurs et les fermiers à améliorer leur productivité en facilitant l'accès à des solutions géospatiales. C'est très prometteur. Le Lab Smart City au Rwanda sera le pont entre le secteur privé et le secteur public en connectant les priorités gouvernementales avec des idées et des solutions d'innovateurs et d'entreprises pour bâtir les capacités des innovateurs, créer des opportunités et faciliter le financement pour arriver à une résilience du point de vue climatique et autres, aussi très fascinant. Et le troisième que je voudrais mentionner est un pôle, un hub qui s'appelle Clean Tech 260. Je ne sais pas pourquoi.
mais je vais rechercher ça. C'est en Tunisie et c'est un pôle hybride pour le développement et les prototypes et l'incubation de technologies propres pour améliorer la résilience climatique en se concentrant sur l'innovation et les technologies propres pour aider une transition numérique et verte. Je m'arrêtais ici concernant les hubs, les pôles qui ont été sélectionnés, mais vous pouvez aller sur le site IDNet pour voir toutes ces innovations qui sont vraiment, qui promettent beaucoup. Nous allons suivre effectivement les évolutions de ce projet, c'est certain, parce que c'est très intéressant. Mais bon, avant cela, avant de nous tourner vers les séances de questions-réponses, je voudrais vous poser une dernière question. Comment est-ce que Google cherche à renforcer le secteur de partenariat privé-public entre l'Afrique et l'Europe? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Malheureusement, la connexion est très mauvaise, les interprètes n'entendent pas. Oh, il semble que nous vous ayons perdu, Charles. Nous espérons que vous allez nous retrouver très bientôt, que vous pouvez vous reconnecter très vite. En attendant, nous allons déjà essayer de répondre à une des premières questions posées dans la messagerie, à savoir comment est-ce que le changement climatique joue un rôle dans cet entrepreneuriat et dans la transformation du numérique en Afrique. Ah, Charles, malheureusement, nous ne vous entendons pas, même si nous vous voyons de nouveau. Nous n'entendons pas, Charles. I'm sorry, Charles. Je suis vraiment désolée, Charles, mais nous ne vous entendons vraiment pas. Pourriez-vous peut-être essayer de vous déconnecter et de vous reconnecter? Je pensais dans un premier temps que c'était ma connexion à moi, mais il semble que tout le monde ait le même problème. Donc c'est bien votre connexion. On vous récupère dès que possible. Excusez-nous, vraiment, désolée. C'est le souci que nous avons dans ces formats virtuels. Alors, je reviens à la question posée dans la messagerie sur le changement climatique. Peut-être que nous pourrions y répondre en attendant que Charles règle son problème technique. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole là-dessus? Ah, Charles, vous êtes revenu? Oui, je suis de retour. Ah, très bien. Excusez-nous. Merci. Alors, je parlais de la manière dont l'Afrique et l'investissement à hauteur de milliards de dollars en Afrique pourrait être l'une des voies adoptées, bien sûr. Et je crois que le partenariat public-privé doit justement veiller à minimiser les coûts des données sur tout le continent. Ça, c'est une priorité aussi. Parce que vous savez, le coût des données est un défi important à relever lorsqu'il s'agit de pouvoir donner une accessibilité à tous à ces données et à l'Internet. Il me semble que le défi aussi du financement pour les femmes est un des problèmes les plus importants aussi, même pour les financeurs noirs, en fait. Et nous pensons qu'il y a un fonds aussi qui existe, qui doit justement aider à promouvoir l'entrepreneuriat des personnes noires sur le continent. C'est un fonds qui est alimenté par une cinquantaine d'entreprises. Et ça, c'est une méthode d'équité que nous avons mis en place et dans laquelle nous investissons.
Nous le rappelons aussi, nous avons lancé le fonds d'investissement africain de 50 millions de milliards de dollars destiné au continent africain. Et ça, c'est un gros investissement sur une base d'égalité. Donc vraiment, nous espérons que beaucoup d'entreprises vont pouvoir participer à cela et faire en sorte aussi que nous puissions aller au-delà de ce besoin du capital, essayer aussi de lancer des programmes à l'échelle de l'Afrique parce que plus de 85 d'entreprises en Afrique font appel à ces aides et à ces financements ici. Donc, il y a cette nécessité pour ces acteurs en Afrique, les femmes aussi, noires en particulier, à trouver ces financements et nous souhaitons les encourager et les aider dans cela. Mais cela s'applique, comme je le disais, à tout l'entrepreneuriat noir en Afrique. Donc, des entreprises comme les nôtres peuvent vraiment être utiles quand elles font de leur mieux pour élaborer une politique adaptée à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Merci. Merci beaucoup. Il ne nous reste que très peu de minutes avant de terminer la session. Donc, je ne sais pas, peut-être que Tom ou Moetaz ont quelque chose à dire pour terminer sur l'Afrique avant de revenir à une question de la messagerie. Oui, très vite, Séverine. Oui, très vite. Nous aimerions évidemment soutenir et accompagner le développement de l'entrepreneuriat qui aurait des répercussions sur le changement climatique et en particulier nous essayons de mettre en place des structures pour changer les modes d'utilisation des processus en fait. Et moi, je crois sincèrement que les entrepreneurs et le secteur privé ont leur rôle à jouer dans cette question du changement climatique. Nous avons déjà beaucoup de projets qui existent. Il y a la possibilité d'utiliser, de recourir à de nouvelles technologies, y compris l'économie circulaire. Mais j'aurai quelques exemples que je ne peux hélas pas évoquer ici par manque de temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe une technologie et il faut recourir à cette technologie pour tenir compte aussi de l'évolution dans le changement climatique. Très bien, merci. Si je peux me permettre d'ajouter à cela que, outre nos investissements, notre pilier d'investissement, nous avons aussi un pilier de conseil, service de conseil, par exemple avec les agences de développement allemandes, qui nous permettent aussi en Afrique d'identifier les entreprises qui vont travailler dans les technologies vertes, les accompagner aussi dans le développement de ces technologies vertes. Et nous essayons réellement d'identifier ces entreprises pour faire en sorte qu'elles aient les possibilités d'aller plus loin encore. Très bien. Moetaz, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus avant de résumer ? Oui, avant de résumer, effectivement, moi je pense, et nous l'avons vu à l'échelle des projets de l'Union européenne avec l'Union africaine, il y a eu beaucoup de possibilités de développer des capacités, des compétences et des hubs. Et donc, je crois que tout cela peut se faire effectivement dans le contexte du changement climatique en tenant compte de ces critères climatiques et environnementaux dans la mise en œuvre de nos idées. Je crois que l'Afrique, ce continent qui continue de se développer ne peut le faire que dans le respect de ce changement climatique. Alors, si je peux résumer brièvement ce qui a été dit aujourd'hui, eh bien, nous allons dans le bon sens avec les startups, les investisseurs, les projets, mais beaucoup plus encore, il faut inclure les femmes, il faut encourager la connectivité, créer des compétences, créer des partenariats.
faire des efforts plutôt que de multiplier les initiatives. Donc, merci. Je souhaite conclure là-dessus. Merci à tous. Moeta, Séverine, Joséphine, Afsa, Thomas, merci beaucoup. Je pourrais continuer à vous parler pendant des heures. Je crois qu'il y aura encore beaucoup de questions que nous pourrions évoquer ici. Mais j'ai hâte de vous retrouver après ce panel. Et puis, tous les participants vont vous retrouver aussi. Et nous espérons que vous aurez l'occasion de poursuivre longtemps encore l'excellent travail que vous faites dans vos pays en général. Nous allons poursuivre avec un retour à la plénière. Je crois qu'il ne nous reste qu'une minute. Je voudrais vous remercier tous d'avoir été là, les participants aussi, et d'avoir posé vos questions. J'espère que vous aurez après votre pause encore de belles sessions dans l'après-midi. Merci à tous. Profitez de votre après-midi et restez en contact avec nous. Oh, merci. Merci. Retour à la plénière. Quelle session passionnante que nous venons d'avoir. Et puis, en particulier, sur la question de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup d'entre vous aussi dans le public. Peut-être que certains ont trouvé une inspiration, ont pu puiser une inspiration ici. Et j'espère vraiment qu'elle vous servira aussi. Merci à Agatha d'avoir animé cette session. Et j'en profite maintenant puisque vous avez entendu parler de toutes ces entreprises, toutes ces organisations, je suis sûre que certaines d'entre elles seraient prêtes à coopérer avec vous. Alors n'hésitez pas à nouer des contacts, à créer des initiatives. N'hésitez pas non plus à échanger avec d'autres panélistes et à essayer aussi peut-être de nouer de nouveaux contacts avec le continent, mais ailleurs aussi.